artiste, le seul truc que tu peux faire pour lever des fonds, c'est aller donner ton cul. Ben voilà, t'as tout dit. Maintenant, redis ça en français pour que les gens comprennent. T'en fous, tu donnes 5%. Je suis plutôt confiant. T'es plutôt confiant? Je suis plutôt confiant. Salut à tous, c'est William Bailey, le cofondeur et le CEO de Bolero. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui tourne autour de Bolero, l'univers de l'investissement musical. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Le Motif sur un magnifique plateau. Merci Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Comme vous savez, on a annoncé une collaboration unique, une association avec Le Motif qui avait pour but de démocratiser un nouveau modèle économique pour les compositeurs, les producteurs et les artistes. On s'est dit qu'il fallait prendre le temps pour en parler tous les deux et d'évoquer certains points justement de l'investissement musical d'une part, mais aussi qu'est-ce que ça représente pour les artistes, pour les investisseurs et ceux qui se disent peut-être qu'en fait investir dans les morceaux que j'écoute tous les jours, peut-être que c'est intéressant finalement. Toi Olivier, au travers de toute ta découverte de la technologie blockchain et jusqu'à cette association avec Bolero, quelle a été un peu ton aventure et ton expérience? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok, je veux qu'in fine ce catalogue il puisse être codétenable, qu'en fait n'importe qui puisse en avoir la propriété et puisse en percevoir les fruits? Déjà, moi, tu sais, en plus de kiffer la musique, je kiffe la technologie, tout simplement. Je suis développeur, j'ai toujours développé, que ce soit des applications mobiles, des sites web ou même des smart contrats sur la blockchain moi-même. Et c'est vrai que pour moi, la blockchain, c'est une technologie importante, vitale, nécessaire à la société et à l'humanité. Déjà à cause des principes qu'elle propose, tu sais, la décentralisation, l'anonymat et la transparence. Pour moi, ça, c'est trois trucs qu'on a de plus en plus besoin. Ouais. Surtout quand tu vois l'état du monde actuel, je me dis, ce sont vraiment des valeurs qui sont importantes. Et puis aussi pour toutes les choses que ces trois trucs permettent. Et dans la musique, c'est quoi? C'est ça, c'est si tu peux commencer à décentraliser, je vais dire, ou à tokeniser, comme ils disent, les royalties de la musique, tu peux créer un nouveau marché avec plus de liquidité pour les artistes. Parce que si on reprend le modèle aujourd'hui, un artiste, il a envie de faire ses chansons, il a envie d'écrire des sons, il a envie de produire des prods. Et le seul moyen qu'il a d'avoir de l'argent pour l'aider à se lancer aujourd'hui, c'est en allant vers une maison de disques, vers une maison d'édition et en vendant la majorité de ses droits à vie pour un petit cachet qui n'est même pas, tu sais, qui n'est même pas un vrai cachet, c'est une avance, donc c'est un prêt, un taux dégueulasse. Que tu dois rembourser in fine. Ouais, que tu dois rembourser. Et tu sais, les gens, un artiste, et moi je le sais parce que je suis proche des artistes, quand ils signent leur premier contrat, ils se disent « Mon contrat, il dure que 4 ans, je vais demander une avance de 500 000 € et je ne devrais pas la rembourser une fois que le contrat est terminé. » Mais en fait, c'est faux. L'avance, peu importe l'avance que tu prends dans la musique, tu devras le rembourser jusqu'à ta mort, même 70 ans après ta mort. Après la mort. Voilà. Donc ça, c'est le seul modèle économique qui existe pour les artistes. Alors c'est bien pour certains artistes. Et moi, je pense surtout quand tu as derrière des structures avec des bons directeurs artistiques, souvent quand eux-mêmes, ils ont été artistes et donc comprennent toutes les problématiques des artistes, mais aussi le côté business. Mais je veux dire, mis à part ça et ces quelques rares cas pour qui ça fonctionne, et ça fonctionne très bien sur la longueur, tu te retrouves dans un truc où c'est très dur pour un artiste d'aller chercher du liquide. Tu sais, tu commences une start-up et Bolero a commencé par là et plein d'autres boîtes ont commencé par là. Tu toques chez une banque. Déjà, tu demandes à ta famille, tu dis « Ouais, vous pouvez pas mettre chacun un billet ?» Les gens, ils le mettent parce qu'ils connaissent un peu cette structure-là. Ouais. Ensuite, tu peux aller chez une banque, demander un prêt, un peu le négocier. Ensuite, tu peux aller voir des business angels. Ensuite, tu peux aller voir des investisseurs. Ensuite, tu peux faire un IPO et te retrouver à la bourse. Il y a 100 000 manières de lever des fonds. Quand tu es un artiste, le seul truc que tu peux faire pour lever des fonds, c'est aller donner ton cul. Et ça, pour moi, ça a toujours été problématique. Et c'est même pas un truc, c'est même pas moi qui invente cette problématique, c'est n'importe quel artiste que tu prends aujourd'hui, peu importe son stade, à un moment, il s'est plaint des taux qu'on lui a infligés sur ses contrats avec les maisons de disques. Ça fait longtemps, ça fait des années. Déjà dans les années 70, les David Bowie, etc., les Prince, ils pétaient des plombs. Mais là, maintenant, même à notre époque. Ils pétaient des plombs comme jamais. Est-ce que tu penses, tu vois, là, tu as cité un truc très juste, c'est que parce que aujourd'hui les mécanismes financiers ne sont pas matures dans la tête des artistes et des compositeurs, ils ont du mal à voir ce qui est possible. Et nous, tu vois, on aime bien rappeler que en fait, le droit musical, c'est un actif comme un autre, et tu peux le leverage pour aller chercher en fait de la liquidité tout de suite. Voilà, t'as tout dit. Maintenant, redis ça en français pour que les gens comprennent. Parce que moi, je sais ce que tu dis par là, et je pense que ça parle aux investisseurs, et justement, les gens qui sont un peu smart,
ils entendent quelque chose d'intéressant quand tu dis ça. Et là, je parle du côté investisseur. Mais c'est vrai que les artistes, ils ont besoin de comprendre cette phrase-là que tu viens de dire. En fait, décrypte-la pour un artiste. Tu as composé, ok? Tu as créé, soit tu as créé une prod, soit tu as fait des arrangements, soit tu as interprété un morceau, peu importe. Tu sors du studio, la piste elle est finie, tu as rendu tes bandes, tu sais que le projet arrive. Tu as créé de la propriété intellectuelle, donc tu as créé un actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as créé quelque chose qui a une valeur tangible et qu'aujourd'hui tu vas pouvoir monétiser. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu attends que le morceau sorte et puis bon, bah, tu attends tous les trimestres ou tous les semestres pour récupérer une petite partie, du moins une partie proportionnelle des revenus qui sont issus de l'exploitation commerciale de cette piste, de cet enregistrement. Soit sinon, tu peux te dire, bah, en fait, j'ai peut-être envie de toucher 10 ans de revenus d'un coup. Peut-être que j'ai envie de toucher 5 ans de revenus d'un coup. Et donc, dans ce cas-là, bah, en fait, tu peux aller voir Bolero, en l'occurrence nous. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valoriser cet actif, on va valoriser ce pourcentage de droits que tu détiens sur l'enregistrement et on va le mettre en vente. Et les personnes en face qui vont acheter cette part de droits, que nous on a appelé Songshares, eh bien ce sont des particuliers. Ça peut être des fans de musique, mais ça peut être aussi des passionnés de finance. Ça peut être des gens qui investissent déjà dans la crypto, dans l'immobilier, qui investissent déjà peut-être dans des startups, qui achètent de l'equity normalement. Et bien en fait, ces gens-là, ils sont friands de ton actif musical. Et donc, il est peut-être temps justement que tous les compositeurs, les producteurs, les artistes-interprètes réalisent que ça a de la valeur et qu'il y a plein de gens qui en veulent, quoi. Moi, je te donne un exemple. Hein. Ouais. Depuis qu'on a annoncé notre collaboration et qu'on a annoncé qu'on avait un des plus larges catalogues du rap français d'un point de vue éditorial qui arrivait sur la plateforme, mais tu te rends pas compte du nombre de calls de gestionnaires de patrimoine, d'asset managers qui m'appellent et qui nous demandent comment je peux avoir un bout. Et les prochains catalogues que tu vas rentrer, comment est-ce que je peux réserver une part pour moi et pour mes clients. Et en fait, trop de monde n'ont pas conscience du potentiel. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il faut leur dire. Voilà, on vous l'a dit, les gars. Déjà, non, je pense il faut leur dire, il faut leur montrer. Et puis, une fois que les gens auront vu tu vois, que c'est viable, parce que tu sais, il y a ce truc, il ne faut pas se mentir, hein, il y a ce truc vis-à-vis de la blockchain, vis-à-vis de la crypto ces dernières années, où les gens voient ça comme un scam, parce que 99,99999% des gens qui ont sorti des projets crypto, c'était un scam. C'était designé comme, tu sais, une pyramide, c'est un scam. Et je pense qu'aujourd'hui que cette technologie, elle est un peu plus adoptée, que les gens ont eu le temps de la tester, de voir les projets qui étaient bien, les projets qui n'étaient pas bien, il y a genre quelques use cases qui se dessinent. Si tu regardes le Bitcoin, l'Ethereum ou autre, ben, ça devient des endroits où tu peux stocker ton argent. Tu sais, si jamais tu n'as pas confiance au système financier actuel, aux euros, aux dollars, ça devient un truc aussi purement de dégène, où viens, on flambe notre argent comme si c'était le casino, et parfois on gagne beaucoup. Là, ça repart, là. Mais tu vois, faut l'assumer. Cette fois-ci, maintenant c'est assumé, tu vois. Avant, c'était pas assumé. Avant, on te faisait des promesses alors que c'était un truc de merde comme ça. Maintenant, c'est assumé, c'est comme le casino, on va, on y joue. Et puis, je pense que le troisième use case qui se met en lumière, c'est ça, c'est les tokenisations. C'est on prend des actifs, et au lieu d'en faire juste un bloc, on peut en faire des centaines et des milliers de blocs. Voilà. On peut le fractionner et permettre à plein de monde d'en bénéficier et permettre à certaines personnes de toucher de la liquidité qu'ils n'auraient pas pu toucher avant. Mais ça, pour confirmer ma théorie que ce sont ça les use cases, il faut le montrer, il faut le prouver. Et c'est pour ça que je suis content quand même que les morceaux de Lomotif Limited que vous avez mis en vente, bah, pour la plupart, ils ont trouvé acheteurs. Ah ouais, et même plus. Ils ont trouvé acheteurs et encore nouveaux acheteurs. Parce que c'est aussi ça qu'il faut préciser, c'est que quand tu crées, en fait, quand tu essaies de rendre liquide un marché, quand tu essaies de rendre liquide un actif qui ne l'est pas par défaut, bah en fait, tu ouvres ce qu'on appelle un marché secondaire. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on a de plus en plus, en fait, nous, on les appelle les investisseurs, les utilisateurs, qui arrivent, qui achètent des parts. Donc, il faut savoir, hein, c'est tous les jours à 18h30, on liste un nouveau morceau. Aujourd'hui, on a plus de 70 morceaux listés. Si vous vous connectez sur Bolero à 18h30, il y a un nouveau morceau qui apparaît. La plupart des gens se ruent sur le morceau quand il sort, puisque du coup, il sort à un prix initial que nous, on estime comme juste. Donc en général, c'est toujours 11 $ ou 15 $ la part. Bah, aujourd'hui, en fait, tu as peut-être 60% ou 70% des morceaux qu'on a listés, justement issus du catalogue de Lomotif Limited, qui aujourd'hui ont déjà fait x2 ou x3 sur la valeur. Et pourquoi? Et c'est aussi un autre point que je trouve intéressant quand on parle d'actifs, c'est que c'est rare. Et qu'en fait, aujourd'hui, tu as des investisseurs qui sont drivés par le rendement, parce que, bah oui, avoir un Songshare, ça peut te ramener plus de 10% ou plus de 20% de rendement annuel. Ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Mais le deuxième aspect, c'est que tu peux réaliser une plus-value assez rapidement. Pourquoi? Parce que c'est rare. Et parce qu'il y a plus de monde qui vont en vouloir, soit par attachement émotionnel au morceau. Et c'est là où la pratique de l'investissement musical, elle est passionnante. C'est que tu as des gens qui achètent parce qu'ils sont attachés au morceau ou qui sont attachés à l'artiste. Et tu en as d'autres qui achètent simplement parce que c'est une réserve de valeur. Et là, tu vois, on est en train d'assister à un truc assez fou.
Donc le marché est reparti, le marché des tokens, le marché des real world assets, comme on les appelle, est en train d'exploser. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a, là, je crois que la dernière stat, c'était 5500 milliards de dollars. C'est la valeur des ETF Bitcoin depuis leur ouverture. Donc ça veut dire depuis le 1er janvier. Logique. Pourquoi? Parce que les institutionnels sont rentrés dedans. Oui, ils sont rentrés, on a ouvert la brèche. Hein. C'est ça. On a ouvert une sacrée brèche. Et on se l'était dit au téléphone, il n'y a plus de retour en arrière. Non, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que les ETF ils ont été validés, c'est fini. C'est juste. Si aujourd'hui ils essayent de faire machine arrière, c'est tout le système économique qui recommence à s'effondrer. Parce que la tendance, elle va vers ça, tu vois. Et tu regardes les gens, là, tu regardes les entreprises qui contrôlent le marché de l'immobilier. Donc le truc le plus tangible, tu sais, chaque fois qu'on te parle de risque ou d'investissement... Achète de la pierre. Voilà. Ben, tu regardes les gens qui contrôlent le plus l'immobilier aux États-Unis, genre les compagnies genre BlackRock et tout. Ouais. Eh ben, ce sont aussi des gens qui essayent de se positionner comme jamais aujourd'hui sur le Bitcoin, tu vois. Ah ouais, t'inquiète pas. Puis là, hier, BlackRock a ouvert un fonds de 100 millions de dollars pour investir dans les actifs digitaux. Donc potentiellement, demain, BlackRock va dépenser une partie de ces 100 millions de dollars dans des sons chers. Tu sais pas. Tu as leur numéro de téléphone, tu peux les appeler, tu peux leur dire de venir investir sur Bolero. Bah, concrètement, on peut les contacter. Le fait est qu'eux, ils vont regarder tout simplement l'activité. Ils vont regarder, et ça, c'est l'avantage de la technologie sous-jacente, c'est que sans forcément appeler quelqu'un, tu peux regarder le niveau d'activité. Mais en tous les cas, moi, je te parlais de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que il va y avoir de plus en plus de liquidités qui va être mobilisée dans les actifs tokenisés, dans les actifs digitaux. Et c'est de la liquidité qui, au bout d'un moment, va devoir ruisseler ailleurs. La grande différence, c'est que là, il y a une valeur tangible et qu'on a tokenisé des droits qui vont continuer à générer un cash flow. Ouais, c'est ça le plus important. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu ne fais rien, tu continues ton activité, tu as un rendement passif. Tu n'as pas besoin de gérer ton appartement, tu n'as pas besoin de payer une agence pour gérer. Ou peut-être tu fais des mauvais choix et tu te retrouves à avoir perdu ton argent. Après, voilà. Ça fait partie des risques de l'investissement, mais tu vois, c'est ça que tu dis parce que tu as commencé en parlant des cycles. Et moi, je pense que les cycles, c'est pas tant important. Fondamentalement, moi, je crois en Bolero qu'il y ait des cycles. Ah non, mais si tu dézoomes et que tu regardes dans 20 ans, oui. La courbe, elle sera comme ça. Mais c'est sûr, il y a toujours des cycles, tu vois. Ouais, mais en fait, moi, personnellement, tu vois, et je donne mon avis subjectif, moi, en fait, je m'en fous du cycle. Je me dis juste, cette technologie, elle peut faire du bien aux investisseurs et elle peut faire du bien aux artistes. Ouais. Et ce sera le cas, même si le cycle ne se répète pas et que tout s'effondre. Tu sais, ce sera quand même le cas, parce qu'en plus, vous permettez aux gens de payer avec, je veux dire, des cartes de crédit. Ouais. Vous convertissez les royalties en stablecoin. Donc, que ça monte, que ça descende, en fait. Si tu ne connais pas la blockchain, c'est pas grave, tu utilises quand même le produit, tu vois, on s'en fiche. Tu utilises le produit, et le produit, technologiquement, il fonctionne. Vous avez prouvé, en commercialisant les sons du catalogue de Lomotif Limited, que vos technologies, elle est sound, elle est proof, vous n'êtes pas fait hacker, les mots de passe, ils n'ont pas, tu sais, des trucs comme ça cons, mais je pense que pour le commun, même pas le commun des mortels, je pense que pour les gens, c'est ça qui compte plus même que l'appréciation des crypto-monnaies. Je vais donner quelques exemples juste pour que vous réalisiez. Ouais. Sur le catalogue de Lomotif Limited, si je prends par exemple l'œuvre appelée 44, qui est interprétée par Niska, qui, sur 2023, fait 19,6% de rendement passif. Et bah, depuis son listing, en un mois et demi, c'est plus 22% sur le marché. Si je prends TT, une œuvre interprétée par Tiakola, c'est 35% de rendement sur 2023. C'est x4 en valeur en un mois et demi depuis son listing. Donne-moi un seul banquier qui peut te proposer quelque chose comme ça. Mais bon, c'est encore une autre discussion. Si je prends deux œuvres interprétées par Joule, Doronte Piétine et Courtoisie, c'est minimum 10,8% de rendement en 2023. Tu as le premier qui fait un x2 depuis son listing et l'autre qui fait plus 28%. Le but, c'est pas de vous dire que ça monte forcément, c'est juste de dire qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent à cet actif-là et qui, en fait, en font l'acquisition en se disant, dans tous les cas, puisque le marché de la musique grossit, et il faut le rappeler, il y a une croissance à 2 chiffres sur le marché de la musique, c'est une industrie qui a mis du temps, mais qui petit à petit, élément par élément, commence à trouver son modèle et des nouveaux mécanismes de génération de revenus. Et bien, grâce à ça, on a en fait une dynamique qui est ultra positive, mais qui remet du coup le droit musical dans sa position de clé de voûte de l'industrie, c'est le pétrole. Tu vois. Et donc, le pétrole, je sais pas. Bah, c'est le pétrole de l'industrie, tu vois. Et si t'as pas de droit, t'as pas de revenus. Oui, non. Franchement, j'aime bien ton discours. Et je suis d'accord avec, mais j'irais pas à dire que c'est le pétrole. Franchement, quand tu regardes ce que les GAFA ils se font, à côté de Universal Music Publishing, non, mais bien sûr. Il n'y a pas de compétition. Et aujourd'hui, si tu es un jeune et que tu veux te lancer dans quelque chose, lance-toi peut-être dans l'intelligence artificielle.
avec de la musique à côté. Et tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Comme je disais, moi je suis développeur, j'ai fait de la musique et ça m'a pas empêché d'avoir un succès dans la musique. T'as Yamé, qui est un développeur, qui pète tout à l'international. Donc je veux dire, pourquoi pas acquérir ces compétences-là aussi. Mais c'est parce que moi je sais qu'il y a des artistes qui me regardent et je pense que c'est important de pas non plus... Qu'est-ce que tu veux leur dire justement? Moi je dis, écoutez les artistes. Tu sais, on écoute, quand on est artiste et qu'on commence à faire de la musique, on écoute ce que les autres artistes créent. Mais on n'écoute pas leur dialogue quand ils parlent de business, ou du moins pas assez. Parce que si tu les écoutais, tu saurais exactement quoi faire. Et en général, tu sais, les artistes, ils ont ce truc où d'abord, leur objectif, c'est de signer un contrat. Une fois qu'ils signent un contrat et qu'ils commencent à faire des revenus, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont des équipes talentueuses, hein, mais c'est eux qui drive tout le bateau. Et un jour, n'importe quel artiste a cet éveil. Surtout les artistes qui ont du succès. Hein. Les artistes qui n'ont pas de succès, parfois, ils n'ont pas cet éveil. Mais les artistes qui ont des succès, un jour, ils se réveillent et ils disent « Putain, c'est moi qui est en train de piloter le paquebot. » Et puis, ils disent « Mais en fait, il y a une entourloupe quelque part, où il y a quelque chose qui n'a pas été clair, ou peut-être j'ai signé, j'étais un peu trop jeune, ou peut-être mon avocat, il était un peu... Tu sais, peut-être que j'avais pas le choix aussi. Ou peut-être que j'avais pas le choix, et ça arrive pour beaucoup d'entre eux. Et ils se disent, mais pourtant, c'est pas moi qui capitalise sur tous ces fruits. Et ils le disent vocalement, ils le disent dans des interviews, ils le disent dans des tweets, ils le disent sur Instagram, ils le disent dans leurs chansons, ils le disent dans machin. Et je pense, ce que les jeunes artistes ils doivent faire, c'est juste entendre. Et pas commencer à croire qu'ils sont Jul. Tu vois, pas commencer à dire, c'est bon, moi je suis Jul, je suis indépendant. Machin. Mais entendre qu'il y a un problème avec le système actuel, et puis entendre, grâce à des podcasts comme ça, qu'il y a peut-être une alternative. Et que cette alternative, moi en tout cas, je crois qu'elle existe sur Bolero. Et que si jamais Bolero fail, c'est la fin. Ce sera l'esclavagisme des artistes de la musique jusqu'à la fin des nuits des temps. Tu penses que c'est ta tentative la plus aboutie ou pas, aujourd'hui, pour essayer d'apporter un changement? Moi, mon catalogue, si je l'ai vendu à Bolero, c'est parce que si je le vendais et donc je cédais tous les droits... tous les droits qui m'appartenaient à une major ou à, je sais pas, tu sais, il y a des fonds qui se concentrent sur des catalogues. Private equity qui font que ça. Depuis des années. Ouais. Ben, en fait, je perpétuais quelque chose qui a toujours existé et pour lequel je sais que bon nombre d'artistes, du moins de qui j'étais proche, font que dénoncer. Et que moi, je fais que dénoncer. Et je peux pas être là et dénoncer quelque chose, et puis en fin de cycle, quand finalement j'ai construit un catalogue et que je m'en sépare, m'en séparer en disant je vais faire comme tout le monde, de toute façon c'est bon, j'ai assez souffert. Moi je préfère encore souffrir, je préfère voir, tu sais, les hauts, les bas, qu'est-ce qui va se passer, mais investir dans quelque chose, dans une idée auquel je crois. Et cette idée-là, elle est importante pour les artistes. Bolero, c'est un système qui pour le moment, je pense, dans le monde, il y a 2-3 compagnies qui font des choses plus ou moins similaires, mais qui ne le font pas avec les résultats de Bolero, qui ne le font pas avec... pas avec la technologie. Pas avec la techno que vous avez, pas avec aussi, tu sais, ce truc où vous êtes facile d'accès et pas juste restrictif, mais en même temps, vous visez à chercher des investisseurs, tu sais, pros. Et vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls. Donc soit comme 75% des startups, ça fail, et puis bon, on aura essayé. Soit ça pète et ça permet à ce qu'un artiste dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, il puisse commencer sa carrière en gardant l'entièreté de ses droits et en trouvant du financement. Parce qu'à un moment, il faut arrêter ce truc de « si tu veux garder tous tes droits, tu n'auras pas d'argent ». Non, pourquoi pas avoir les deux? J'aime beaucoup cette phrase. Et c'est ce qu'on fait en fait finalement. C'est ce qu'on fait parce qu'on protège le contrôle créatif. Tu vends les revenus futurs, mais tu gardes le contrôle sur ton œuvre. Voilà, et franchement, William, moi, ce catalogue, je l'ai construit à la sueur de mon front, tu sais. Je l'aime parce que c'est tous les morceaux que ça représente, tous les morceaux que mes compositeurs ils ont fait, tous les morceaux sur lesquels j'ai participé, que j'ai orchestré et tout ça. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile. Et je pense que s'il y avait une solution comme Bolero, surtout moi et mon profil, et je parle que de moi et je dis pas c'est pour tout le monde, ça aurait été un tout petit peu plus facile. Ouais. Et ce un tout petit peu plus facile, ça suffit parce que quand c'est plus facile pour toi sur l'aspect business, les répercussions sur l'aspect créatif, ils sont infinis. Enabler, tu as besoin d'argent de toute façon au bout d'un moment pour financer, pour développer. Le point que tu as abordé que je trouvais intéressant, c'est tu dis du coup que les compos, ils doivent écouter les artistes qui sont passés par là avant eux. Concrètement, tu vois, parfois les retours qu'on a, c'est
Ouais, mais je sais pas en réalité combien vaut ce morceau, combien vaut ce catalogue. Je Tu sais t'en pas fous, si je suis à l'aise. tu donnes 5%, tu donnes 10%. Mais justement, il va dire, je sais pas si je suis à l'aise à l'idée de vendre les pourcentages maintenant, genre à la sortie du morceau, ou vendre les pourcentages un an après, une fois que j'ai récupéré quelques redevances SACEM. Ouais, mais après ça, Nous, on dit tout le temps que plus tôt tu vends, plus vite tu peux faire de l'argent. Oui et non, mais après je comprends. Mais est-ce je que comprends. comment tu sens ça? Moi, ce que je dis, c'est, ok, vous hésitez. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les artistes, surtout sur les points de vue business, c'est l'hésitation. Est-ce que je vais chez tel ou est-ce que je vais chez tel? Le plus important, c'est le choix. Que tu décides de le vendre maintenant ou que tu décides fermement de le vendre, tu dis non, je le vends dans un an. Le plus important, c'est de faire un choix. Parce que tu sais, les artistes qui doutent trop, ce qu'ils font, c'est ils doutent maintenant. Ils disent, ouais, est-ce que je le vends maintenant ou est-ce que je le vends dans un an? Et dans un an, ils disent, est-ce que je le vends aujourd'hui? Ouais. Non, en fait, c'est fais un choix aujourd'hui pour dans un an et planifie toute ta stratégie, planifie ta carrière, planifie tes vacances en fonction de ce choix. Moi, c'est ça que je leur dirais. Je les forcerai pas à dire vendez maintenant ou listez maintenant. Même si peut-être vous passez à côté parce que tu sais, ça vaut le coup d'être le first on the boat. Mais en même temps, le plus important, c'est pas de douter, c'est de faire une décision et de vivre avec cette décision tout le restant de ta vie. Et un truc moi que je veux dire aux artistes, avant moi personnellement de terminer, parce que je pense que j'ai dit beaucoup, c'est tout ira bien. Franchement, à la fin, tout ira bien. Et si vous essayez, tu sais, avec Bolero, ça n'engage, contrairement aux maisons de disques, contrairement aux contrats qui circulent ici et là, ça t'engage que sur une partie de tes pourcentages, sur une œuvre. T'es pas obligé de dire « je liste toute ma vie pendant 7 ans et demi ». Et c'est exactement ce qu'on te demande de faire quand tu signes un contrat d'artiste ou un contrat d'édition ou de coédition ou de licence. Là, c'est simple, ça n'engage qu'une partie de tes points sur un morceau. Autant le faire. Et est-ce que tu penses que finalement, ils récupèrent les mêmes bénéfices? Tu vois, ça c'est aussi la question qui peuvent se poser. Parfois, c'est l'argent c'est bien, mais je vais pas forcément avoir le même accompagnement ou le même suivi, etc. L'accompagnement, moi, je Toi, ne de crois ton expérience, que... est-ce que ça se valorise autant que ça? Est-ce que tu penses qu'il faut valoriser l'accompagnement avec je pense que ça se valorise de ouf. Je pense que, encore une fois, si tu bosses avec un artiste qui est aujourd'hui directeur artistique, donc qui est monté sur la scène, qui a vendu des albums et qui a dû gérer avec la pression que représente le succès ou ses décisions artistiques ou quand les critiques lui tombent dessus, si cette personne fait partie de l'équipe qui te signe, soit en tant que directeur artistique, soit en tant que producteur, soit en tant qu'éditeur ou coéditeur, en général, il y a un plus-value. En général, il y a un plus-value. Après, attention, il y a des très bonnes équipes. Il y a des très bonnes équipes. Mais la plupart des équipes ne sont pas si bonnes, tout simplement parce que c'est un job alimentaire pour eux, tout simplement parce que parfois, en tant qu'artiste, tu as des considérations, même en tant que compositeur, tu as des considérations et tout, que eux ne peuvent pas comprendre parce que ce n'est pas leur vie. Ça commence à 9h, ça finit à 17h. Quand ils rentrent chez eux, ils ne sont pas là en train de se poser la question de « Oh, il y a eu un tweet qui a dit ça sur l'album, comment je me sens vis-à-vis de ça ?» Moi, je dis, les équipes qui ramènent la plus-value, ce sont des équipes qui ont été formées ou qui contiennent des artistes qui ont déjà eu du succès. Ça, c'est les meilleures équipes, c'est des mentors. Ils l'ont fait et ils te montrent comment le faire. À part ça, il y a 2-3 trucs, mais la majorité, en fait, c'est claqué. Donc, devant ce choix, si l'équipe en face de toi avec qui tu es en train de négocier n'est pas une équipe basée sur avec un artiste ou autour d'un artiste. Mais c'est bien que tu le rappelles parce que je pense que les gens ont tendance à croire que c'est très binaire. Ça veut dire, ok, soit en fait je mets tout sur Bolero et puis je signe pas en maison. Non, tu peux faire les deux. William, moi je vais te dire même ce que les gens ils doivent faire. Ils doivent faire leur petit buzz comme ils ont l'habitude de faire. Ouais. Quand le buzz il monte et qu'ils sont approchés par une maison, par une boîte de production qui veut les signer, qu'ils signent avec cette boîte de production. Mais, et attention, je vais utiliser des termes très précis, peut-être certaines personnes vont entendre ça et ils vont pas trop comprendre de quoi je parle, mais au moins ils l'auront dans l'oreille, mais qu'ils gardent leur back catalogue. Au moment de la signature, qu'ils fassent tout leur possible pour que dans le contrat qu'ils signent, le back catalogue leur appartient à 100%. Et ensuite, ils viennent prendre une partie de ce back catalogue et le lister sur Bolero. Ok, très bon ça. Tu vois ? Je te jure que les artistes qui vont faire ça et qui vont suivre cette template-là, après 3 ans, ils vont dire « Putain, pourquoi j'ai signé ?» Putain, pourquoi j'ai signé ? Mais ils me remercieront parce qu'ils ont gardé leur back catalogue. Ouais, ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire tu leverages dans la nouvelle association les futures sorties, puisque tu vas disposer d'autres moyens, d'autres accompagnements. Mais tout ce que tu as créé par le passé, prends en fait pour toi. Prends pour toi, récolte les fruits que pour toi.
Et en général, tu sais, c'est quoi le poteau rose? C'est la maison de disques qui te signe. Elle récupère dans les contrats, ils récupèrent toujours le back catalogue. L'avance qu'ils te donnent. Bah, il faut bien rembourser l'avance. Et si tu n'arrives pas à rembourser l'avance avec ton Fresh 4, bah, ils vont aller se servir sur le back Sur le catalogue. back catalogue. Mais oui, c'est tout le problème. Donc toi, tu le donnes déjà le truc que quand ils te donnent un chèque, c'est en fait c'est ça, c'est tout ça que tu donnes que en fait t'aurais dû garder pour toi. Donc moi, je te dis ça. Je pense que c'est un truc qui est pas trop comme proposition. C'est pas une proposition qui est trop, comme tu dis, lance-toi sur la blockchain. Et c'est pas une proposition qui est aussi ne signe pas en maison de disque. C'est un truc plus clair. Mais je te garantis que les artistes qui vont faire ça et qui vont suivre ce modèle sur les 2-3 prochaines années, ils regretteront avoir signé en maison de disque. Et puis surtout, ils nous remercieront d'avoir que cette technologie existe et d'avoir fait ce choix à ce moment-là. Ah ouais, parce que nous, tu vois, c'est aussi ça qui nous excite, c'est que là, tu nous as apporté un back catalogue immense, de grande qualité. Je le rappelle, c'est plus de 450 morceaux, ça fait beaucoup d'actifs qui vont être listés tout au long de l'année, tous les jours à 18h30. Ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir du Fresh 4, c'est qu'en fait, nous, on a envie d'être un outil qui accompagne l'artiste, le compo, tout au long de sa carrière. Et qu'en fait, tout au long de sa carrière, la liquidité soit pas un sujet. Donc moi, je suis un compo. J'ai placé un son là, mon premier son, mon deuxième ou mon troisième. Je sais qu'il va sortir dans 3 mois. Comment je fais? Bah écoute, c'est très simple. Tu te crées un compte artiste sur Bolero. Ok. Nos équipes vont entrer en contact avec toi et on va tout simplement essayer de valoriser l'œuvre qui s'apprête à sortir ou l'enregistrement qui s'apprête à sortir. Et grosso modo, dès que tu as une sortie, tu retoques à la porte et on peut lister le morceau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tôt tu listes, plus tôt on peut aller chercher une valeur qui est élevée. Puisque, encore une fois, on ne fait que vendre, entre guillemets, les revenus futurs. Donc forcément, les 18 premiers mois qui sortent la sortie d'un morceau, c'est le pic. C'est le all-time high. Et passé les 18 mois, il y a ce qu'on appelle le floor. Et aujourd'hui, il y a des morceaux listés sur Bolero qui ont 10 ans. 10 ans après leur sortie, ils font quand même toujours entre 500 000 et 700 000 streams tous les mois. Et sur YouTube, ils font entre 150 000 et 250 000 vues tous les mois. Et c'est des rendements à plus de 10%, donc c'est un truc de fou. Mais globalement, si tu es artiste et que tu veux aller chercher le maximum de liquidité, il faut lister le plus tôt possible. Après, il faut juste être à l'aise avec. Et c'est pour ça qu'aussi, on laisse la liberté. Pourcentage discrétionnaire. Si tu as envie de lister 5%, 10%, 20%, tu listes ce que tu veux. Donc le premier morceau du catalogue, tu l'as listé quand? On l'a listé le 30 janvier. C'est quand la première fois qu'il va ramener Le 11 avril. Et globalement, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est aussi de rappeler ça, c'est que du coup, nous, on s'occupe du travail de collecte. Que ce soit sur la partie master ou la partie publishing, on collecte et on redistribue à tout le monde. Donc en plus, l'artiste, il n'a pas besoin de penser à ça, maintenant c'est derrière lui. Mais ce qui est intéressant pour les investisseurs, pour ceux qui vont détenir ces actifs digitaux, qui vont détenir ces songshares, c'est que tous les trimestres, à une date précise, ils vont recevoir dans leur compte une part proportionnelle des revenus qui ont été générés par le morceau sur 9 à 25 sources de revenus différentes si on compte le master et le publishing. Donc globalement, si le morceau il passe en boîte de nuit, s'il est diffusé dans les cafés, hôtels, restaurants, s'il y a des diffusions publiques, s'il y a une synchro, s'il est streamé, s'il y a des vues sur YouTube, peu importe, dès qu'il génère ne serait-ce que 1 centime, on récupère cette partie-là et elle est reversée dans la poche des détenteurs de songshare. Donc là, le 11 avril, c'est une date importante. Le 11 avril, en tout cas, pour Bolero X, le motif. Là, on va afficher les rendements. Là, on va afficher les rendements. Je suis plutôt confiant. T'es plutôt confiant? Je suis plutôt confiant, mais tu sais pourquoi je suis confiant? Pourquoi? C'est qu'on valorise de manière juste. Ok. On valorise pas de manière élevée, c'est-à-dire que nous, en tant que plateforme, en tant qu'infrastructure, on n'a pas d'intérêt à vendre cher. Nous, notre intérêt, c'est qu'il y ait un maximum de morceaux, et notre ambition, c'est de devenir la plus grande infrastructure d'investissement musical au monde, avec notre technologie, notre savoir-faire, notre ADN. Donc moi, mon but, c'est que tout le monde ait un rendement qui soit le plus élevé possible. Maintenant, si tu décides d'investir dans un morceau qui n'est pas écouté, là, je peux rien faire pour toi, je peux pas créer des écoutes, tu vois. Mais si tu investis dans un morceau à travers Bolero, normalement, tu vas aller toucher la bonne valeur. Ce qui est très différent de ceux qui vont aller acheter des parts de fonds, qui eux ont acheté parfois des catalogues entiers un peu aux enchères, donc tu sais pas trop finalement quel est le multiple pratiqué. Tu sais pas si tu vas avoir du retour sur investissement, donc là, le 11 avril est important. Mais en tous les cas, moi je suis vraiment content qu'on ait pu faire cette vidéo. Et tu vois, je pense que la philosophie, on a trouvé un point d'intérêt commun. On s'est aligné sur le fait que cette technologie allait permettre de favoriser l'indépendance de tous les créateurs. Moi je suis content de voir que 2 mois après l'annonce de notre association, ça commence à porter ses fruits d'un point de vue grand public. Il y a du monde qui se précipite tous les jours pour obtenir des bouts, obtenir des songshares. Maintenant, j'ai hâte de voir quels sont les artistes qui vont suivre, quels sont les compos qui vont suivre ton mouvement, que ce soit d'ailleurs dans un pays francophone ou même à l'international. Écoute, si tu veux te refaire les couilles en or, n'hésite pas à appeler Bolero, ils vont t'arranger. Et la vérité, bon, je le dis sur le ton de l'humour, mais je sais que vous êtes, toute l'équipe est très approchable.
Et justement, vous discutez. Après, vous voyez toujours, parce que forcément, vous êtes un peu intermédiaire entre ces artistes et les investisseurs. Vous ne pouvez pas lister tout et n'importe quoi non plus, parce qu'il faut que les deux parties se retrouvent. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus accessible qu'on pourrait le croire, même en voyant, tu sais, la stature de la plateforme. On envoie un mail, on se connecte avec le compte artiste et puis basta. En tout cas, merci d'avoir rendu possible ça, en tous les cas, cette accélération. Merci d'avoir permis à Bolero de se développer hyper rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, on est assez fiers de notre association. Ouais. On a envoyé un gros coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Il va se passer beaucoup de choses dans les prochains mois. Et on va continuer à faire des épisodes comme ça. Donc là, tu es le premier, qui est tes premier invité sur ce magnifique plateau avec cette superbe équipe. C'est chez moi. C'est chez lui. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, partager vos avis, échanger avec la communauté également sur qu'est-ce que vous avez compris, quels sont finalement les morceaux que vous aimeriez voir sur Bolero aussi. On adore regarder ça pour après tout simplement aller voir les compositeurs, les artistes concernés. Et on se retrouve pour des prochains épisodes avec éditeurs, compositeurs, producteurs qui vont venir partager leur vision de l'investissement musical et de la participation de Bolero dans les modèles artistiques. Merci beaucoup Olivier pour ta participation. Merci à Le Motif Limited, merci à toute l'équipe pour la production de ce contenu et on se dit à bientôt. Et il a intérêt à sortir vite. Hein. Il va sortir vite. Bon, c'est bon, coupé. Merci beaucoup. Fin de tournage, merci tout le monde.